Cette vidéo est sponsorisée par War Thunder, un jeu de simulation de combat qui reprend les véhicules qui ont existé sur plus de 100 ans d'histoire des années 1920 à aujourd'hui. War Thunder est multijoueur, cross-platform et free-to-play. Il est disponible sur PC mais aussi sur Xbox Series X et S ainsi que sur PlayStation 5 et les consoles de génération précédente. Utilisez le lien en description pour jouer au jeu et participer au combat spectaculaire entre les joueurs en utilisant un des 2500 véhicules répartis entre 10 nations différentes. Vous avez le choix entre les avions, les hélicoptères, les navires et bien sûr, les chars. Cerise sur le gâteau, ils peuvent être modifiés et personnalisés. En vous lançant dans le combat, vous allez faire une expérience de jeu qui se pense en même temps sur terre, sur mer et dans les airs. Tout ça sur plus de 130 cartes de réels lieux de combat de la Seconde Guerre mondiale ou les terrains plus contemporains. Fini les points de dommage, les véhicules prennent de vrais dégâts en fonction des tirs et des impacts reçus. Un moteur peut lâcher si on lui tire dessus et les munitions peuvent faire exploser votre véhicule si le joueur en face les a touchés. Vous allez avoir besoin de connaître un petit peu votre véhicule et apprendre à le maîtriser si vous voulez éviter ce genre de problème. Les graphismes du jeu vous offrent une expérience en 4K pour le maximum de détails et le rendu le plus spectaculaire possible. Utilisez mon lien personnalisé pour vous enregistrer au War Thunder et lancer votre partie. Ça vous permettra d'obtenir un pack bonus pour les nouveaux joueurs qui contient de nombreux véhicules, boosts et plein d'autres choses. Lancez-vous, vous allez vous en prendre plein les yeux. Merci pour votre soutien et bon visionnage. Est-ce que vous avez déjà joué à des jeux vidéo controversés? Attendez, non, est-ce que vous avez déjà assisté à une controverse à propos d'un jeu vidéo? Vivre ce moment durant lequel un jeu vidéo qui n'a absolument rien demandé s'attire les foudres de gens qui n'y ont pas joué et qui ne le feront absolument jamais. C'est quelque chose d'assez marrant, il y a des exemples de tous bords, dans tous les sens, et tous ont pour point commun une parfaite honnêteté de la part des journalistes, du public et des développeurs. Fatality. Rule of Rose par exemple avait été la cible d'un représentant de la Cour de justice européenne qui avait peut-être mal compris. Il n'y avait pas joué. Il l'a probablement pas regardé d'image, mais dans sa tête, Rule of Rose c'était devenu un jeu de torture d'enfant. Pas vrai une seule seconde, mais la sortie a été annulée au Royaume-Uni, décalée en Australie. En France, les plus vieux ont un souvenir ému de ce reportage que j'arrive pas à retrouver sur le site de TF1 dans lequel Rule of Rose est carrément devenu, et je cite, du nazisme ordinaire. C'est du nazisme ordinaire. Le jeu, tout moyen qu'il est vraiment passé devant l'Assemblée nationale, qui l'a vu comme un simulateur d'abus sur petites filles, de torture et de meurtre. Et y a rien de tout ça dans Rule of Rose. C'est juste un survival horror, anecdotique de surcroît, avec un système de combat pénible. Je le conseillerais même pas vraiment, surtout mis à côté d'un Silent Hill 2 ou d'un Resident Evil 4, disponible sur la même machine. Pourtant, toute cette mauvaise presse a eu une influence à la fois sur la distribution du jeu et sur sa réputation. Aujourd'hui, Rule of Rose est un des titres les plus rares de la PlayStation 2 et se monnaie pour plusieurs centaines d'euros l'unité. D'expérience, je dirais que le tonnerre a tendance à tomber surtout sur les jeux violents. Mortal Kombat a été la cible de controverses, GTA aussi, Manhunt, pourquoi pas, Tous ont en commun en vérité de subir les mêmes critiques exercées de la même manière. Je me suis demandé d'où est-ce que ça pouvait venir tout ça. Qui a décrété que de temps en temps un jeu est vraiment trop violent au point de perturber l'ordre public? Pour savoir ça, fallait que je trouve le patient zéro. Et apparemment, le premier jeu qui a fait polémique s'appelle Death Race. Notre histoire commence au début des années 70 aux États-Unis. À l'époque, le jeu vidéo ça existe, mais n'est pas dominé par les consoles qui atteignent tout juste leur première et deuxième génération. Le jeu vidéo s'installe petit à petit en arcade et occupe une place somme toute très prévisible dans la droite lignée des jeux électromécaniques qui existaient déjà dans des lieux d'exploitation qui existaient déjà eux aussi. Le début des années 70 fonctionne super bien pour ce nouveau type de divertissement et permet à ses premiers acteurs majeurs de se faire remarquer. On voit la naissance d'Atari en 72 ou de Konami et Hudson en 73 et même des entreprises qui fabriquaient essentiellement des jeux électromécaniques jusque-là se mettent aux jeux vidéo pour diversifier leurs activités et ne pas perdre de vue cette nouvelle manne ultra rentable genre Taito ou même encore Sega. C'est une époque quelque peu sauvage, durant laquelle il n'est absolument pas rare de voir tout un tas de boîtes de petite et de moyenne envergure copier honteusement des gros succès dans l'espoir de gratter des sous pour pouvoir, à leur tour,
produire des jeux populaires qu'ils se feront copier sans vergogne. Oui bon, aujourd'hui ce serait de la concurrence un petit peu déloyale, voire carrément du vol, on peut dire les termes, mais bon, à l'époque, hein, ça va, l'arbitre siffle pas la faute, c'est le Far West. La légende veut, par exemple, hein, que ce soit des centaines, voire peut-être bien des milliers de clones de Pong qui soient nés comme ça, directement après la sortie de ce dernier en 72. À tel point qu'on en ait perdu le compte. Même des Konami, des Sega, voire même carrément des Nintendo ont fait comme les autres, hein, c'est-à-dire acheter une machine qui existait déjà, la démonter pour voir comment est-ce qu'elle marche, lui coller un gimmick histoire de brouiller les pistes et enfin revendre le tout sur le marché local. Et le tout sous un autre nom, ça va sans dire. Hein. Nintendo a même fait beaucoup plus fort que ça avec un premier clone de Space Invaders qui s'appelle Space Fever et une suite du clone qui s'appelle Space Fever High Splitter. C'est quand même marrant hein, de commencer par un clone de Space Invaders quand ta seule hâte un demi-siècle plus tard c'est d'envoyer des ninjas de copyright sur des gamins qui piratent Zelda. Dans l'océan de gens qui ont cloné Pong, il y a une entreprise qui va se démarquer, Exidy. Et là, je vous arrête tout de suite, ça n'a aucun rapport avec Pimp My Ride. Hein. Exidy, c'est le diminutif d'Excellence in Dynamics. Une toute petite entreprise de la Silicon Valley qui, après des mois à se faire du pognon sur un vide juridique, parvient à obtenir les moyens nécessaires pour produire son propre concept original, Destruction Derby. Un Demolition Derby, ou Derby de démolition dans la langue de Damso, est un événement sportif bien réel dans lequel des gens se tamponnent volontairement au volant de vieilles voitures, avec en général pour règle que le gagnant c'est le dernier véhicule en état de marche. Le jeu, à peu près, c'est ça aussi. Petit problème cela dit, Exidy n'a pas les moyens techniques de distribuer correctement Destruction Derby, parce que ça coûte des thunes. Pour pallier ce problème, ils prendront la décision de faire appel à une autre entreprise, Chicago Coin. Aucun hasard là-dedans compte tenu du fait que ça n'est pas la première fois qu'ils collaborent ensemble et qu'à un moment, Chicago Coin avait carrément envisagé d'acquérir Exidy pour en faire leur branche jeux vidéo. Et donc Chicago Coin, une autre société américaine dans le domaine de l'arcade, qui a en principe plus de sous que Exidy, va publier Destruction Derby en exploitant la licence sous le nom de Demolition Derby, plus bankable à skip. Et là c'est magique pour Exidy, qui peut enfin toucher le pognon de l'exploitation derrière Chicago Coin, qui peut produire et distribuer avec les moyens que Exidy n'a pas. Sauf que non, Chicago Coin dispose d'un capital net de 0 thunes. Pris dans un bourbier sans nom, ils ont mis la clé sous la porte quasi instantanément en emportant avec eux la licence Demolition Derby. Tout ça bien sûr sans être en mesure de payer Exidy correctement, sinon c'est pas drôle. C'est même pire que ça, hein, puisque le jeu est maintenant bloqué légalement et financièrement, malgré une demande qui elle existe. Pas question de se dégonfler cependant, hein, c'est là que vient une idée tellement stupide qu'elle en devient absolument brillante. Si j'ai pas le droit de sortir mon jeu, je vais copier mon propre jeu. Comme ça, je pourrais sortir mon jeu, puisque de toute façon, c'est techniquement pas le même jeu. Exidy fait alors appel à un certain Howell Ivy, qui va créer un second titre, Death Race. Enfin, au début, il s'appelle Death Race 98. Mais bien sûr, aucun rapport avec le film Death Race 2000, hein, produit par Roger Corman et sorti en 1975, soit exactement la même année, et dans lequel Sylvester Stallone tient un second rôle. C'est marrant, c'est un film qui parle d'une course à travers les États-Unis dans lequel on marque des points en écrasant des gens. Dans sa critique, Roger Ebert, journaliste américain, lui accorde la note de 0, en s'attardant non pas sur le film pour ses qualités et défauts d'œuvre cinématographique, mais plutôt sur sa violence et sa réception publique. Roger Ebert ne voit donc pas le film comme un film, mais comme un outil de destruction de l'ordre moral. Apparemment, voir des mineurs en salle s'amuser devant un long métrage dans lequel des voitures encore plus funky que celles des Fast and Furious écrasent des gens qui ne jouent pas tous très bien, et ben c'est terrible. Et il y a aussi pas mal de gens tout nus dans Death Race, et je ne sais pas pourquoi. Ça n'a aucun rapport avec les voitures, avec la course ou avec la mort, ils sont juste tout nus. Retour à Death Race, le jeu. Oui, c'est choquant, c'est ce à quoi ressemble le jeu le plus controversé de 1976. Brutal, hein? Les cris vous hanteront pour le restant de vos jours, la sensation de vitesse s'imprimera à jamais dans votre esprit. Encore aujourd'hui, je ne peux pas supporter une telle violence. Je vais retourner sur Doom Eternal, c'est beaucoup plus sympa.
Plus sérieusement, Death Race est un jeu super proche de Destruction Derby. Le but, c'est d'écraser un maximum de bonhommes au volant de votre voiture avec la possibilité de faire ça en compétition, à 2 joueurs alternativement. Il se contrôle avec un volant et comme pas mal de jeux vidéo d'arcade, c'est aussi le plaisir de manipulation de la borne qui fait le plaisir de jeu. J'ai réalisé que je pouvais changer les voitures en gens, et quand ils se faisaient écraser, je peux pas montrer de cadavre, mais une croix, pourquoi pas? C'est comme ça que Death Race est né. Les rares changements entre Demolition Derby et Death Race sont purement visuels, à l'exception du son de destruction des voitures remplacé par celui du cri des victimes insoutenable. D'ailleurs, selon XGD, ce ne sont pas des humains mais des gremlins. Ce que je peux entendre parfaitement. Vous avouerez que c'est des silhouettes plutôt abstraites. Si on plisse les yeux, pourquoi pas. On le voit comme on veut, mais dans un sens, Death Race est un clone de jeu produit à l'arrache en parasitant au passage l'aura d'un film populaire et surtout polémique de cette année-là, qu'on construit en plus sur une zone légale grise au lendemain d'un partenariat qui a mal tourné. Et rien d'exceptionnel pour XD, qui n'est pas non plus une franchise d'agence immobilière, mais qui a enfin un produit fini entre les mains. Rien ne les avait préparés à prendre dans la face ce qu'a été le tout premier scandale du jeu vidéo. Alors je vais commencer par dire ce truc qui peut faire tiquer mais qui est toujours de bonne loi, il n'existe pas de mauvaise publicité. Death Race n'a pas provoqué de polémique instantanément, tout simplement parce que les sorties de jeux n'étaient pas codifiées comme elles le sont aujourd'hui. Les premières publicités de jeux n'étaient pas dirigées vers le public mais plutôt vers les exploitants, que ce soit ceux des salles d'arcade, de restaurants, de pompes funèbres ou de tout autre endroit qui aurait pu être intéressé par l'achat d'une borne de ce type. On parle là d'acheter une machine qui coûte des centaines de dollars, sur laquelle la rentabilité est la plupart du temps un pari, basé sur ce qu'on sait vaguement de développeurs pas toujours très clairs. Le magazine américain Ripley consacre à cette nouvelle mouture ses premières pubs en mars 1976 avec une image du meilleur goût et la description la plus subtile du monde. Death Race 98, indescriptible, tellement différent tout seul dans sa catégorie. Death Race 98, c'est ce que le joueur veut qu'il soit. Des gangsters dans les années 30, des commandos dans les années 40, des dragsters dans les années 50, des Hells Angels dans les années 60, des pilotes de rue dans les années 70. Et tout un tas de références qu'on pourrait faire mais qui seraient de mauvais goût comme Sainte-Soline en 2023. Blague à part, c'était un discours tout à fait calculé en pleine période de panique morale aux États-Unis, où s'enchaînent cette année-là le Watergate et la défaite au Vietnam. C'était aussi accompagné d'une image super edgy avec des squelettes et des muscle cars, parce que tout le monde aime les squelettes et faites pas genre, je suis sûr que vous aimez les squelettes vous aussi. Je suis certain que vous en avez tous un dans votre placard. La borne en elle-même est dans le fond la même que Destruction Derby, une fois les illustrations mises de côté. Chez XD, ils en étaient tellement fiers que c'est carrément devenu l'objet principal de la pub du mois d'après dans les magazines. Et voilà que c'est fascinant de chasser des monstres, que ça va faire plein de sous dans vos salles d'arcade, que l'être aimé va revenir et que ça va siphonner sec les poches de plein de gamins des années 70 qui n'ont pas tout claqué dans des micronauts. Par contre, dans toutes les publicités, on insiste bien sur un élément en particulier. Les bonhommes bâtons de Death Race, ce ne sont pas des gens, ce sont des monstres. Ou en tout cas à minima, on sait pas vraiment, c'est vague. Des gremlins. Ouais, comme c'était écrit un petit peu partout, voilà, des gremlins. Même si ça contredit un petit peu la première pub. Bah ouais, c'est clairement des gremlins ça. Je suis désolé Death Race est un très vieux titre arcade et peut pas être émulé à l'identique à moins de le reconstruire en entier sous FPGA. Le peu de vidéos réellement authentiques sont issues de collections personnelles et sont souvent filmées un petit peu à la zob. Et bonjour, bienvenue à la maison, ça c'est ma borne, j'en suis très fier. Regarde, je mets la pièce et je filme avec l'iPhone 5. Il a fallu attendre la sortie publique de Death Race dans toutes les bonnes crèmeries pour que des médias avides de faits divers en pleine période de panique morale se jettent dessus. La presse s'est emballée comme jamais avant ça depuis le début de l'histoire des jeux vidéo. Ça allait mais tellement loin en l'espace de quelques mois que XD est passé de tout petit acteur à non connu jusqu'à chez Atari. Un documentaire de près de 60 minutes a été diffusé à la télévision publique. Le feu a pris si fort que le cas de Death Race est monté jusque devant le Conseil de sécurité nationale des États-Unis, qui l'a qualifié de révoltant. C'est super grave et c'est sans précédent jusque-là. Des descriptions des articles de tous les journaux feraient l'affaire, bien sûr. Le Dr Barron Mix, un psychiatre de Seattle ayant travaillé
et avec des détenus violents de la prison de San Quentin en Californie objectent. C'est un jeu qui joue sur la morbidité d'un individu. Ce type de préoccupation avec la violence est commune chez les prisonniers avec lesquels je travaille. Ils auraient adoré le jeu. La violence vient souvent de la répétition, hein, faut le savoir. Bon, je pense qu'on peut commencer par là. C'est un avis relativement extrême, caché sous un doctorat, divisé en situations sorties de leur contexte, comme c'était monnaie courante à l'époque, et rigole pas parce que ça l'est toujours encore aujourd'hui. Il y a beaucoup de vérités très générales là-dedans, et tant qu'on n'a pas l'avis du docteur Burn Mix sur le rapport entre jeux vidéo et projection, on peut pas savoir ce qu'elle voulait réellement dire. Les prisonniers, ouais, peut-être qu'ils auraient bien aimé Death Race, certes, mais ils auraient bien aimé n'importe quel autre jeu vidéo, probablement. Personne ne dirait non pour aller dans une salle d'arcade. Enfin, je crois. À la télé, la violence est passive. Dans ce jeu, un joueur crée la violence. Le joueur n'est plus simplement spectateur, il est aussi acteur. Je suis certain que la plupart des gens qui vont y jouer vont pas tuer des gens et tuer des piétons, mais 1 sur 1000, 1 sur 1 million. Je frémis à l'idée de ce qui va se passer si un tel exemple est encouragé. Ce sera terrible. Non mais, d'accord, c'est vrai, hein, par exemple dans le MMA à la télé, le coup de poing dans la garde, il est passif, hein, mais dans Tekken, le jeu crée de la violence. Je sais que la plupart des gens ne sauront pas réussir un électrique de Kazuya, mais dans la vraie vie, imagine, 1 sur 1000, 1 sur 1 million, on n'est donc pas à l'abri d'un électrique de Kazuya dans une cour de récré en Ardèche. Ah, ça sort très vite, ça te met un +5 en bloc, et ça me terrifie. Encore une fois, c'est une situation d'époque. Death Race a bientôt 50 ans, et ces articles aussi. Je pense que personne, même avec un cursus solide à agiter comme argument d'autorité, ne pouvait prévoir ce que les jeux vidéo allaient devenir. M'est avis que n'importe quel journaliste pouvait interviewer n'importe quel pseudo-expert, choisir ce qui l'intéresse et orienter les citations dans le sens qu'il espère. Là où c'est quand même un petit peu plus gênant, c'est que c'est un extrait d'un article du New York Times, qui est pas exactement ton petit canard local. Denis Rowe, consultant pour le club auto de Californie du Sud, déclare « On essaie d'apprendre aux conducteurs à effectuer des manœuvres sur la route, genre éviter les passants, et là il y a cette immondice qui sort et qui les encourage à faire le contraire !» Eh ben, mon sacré Denis, le plus marrant, c'est même pas cette déclaration, c'est la réponse de Paul Jacobs, le directeur du marketing d'Exidy, qui déclare que de toute façon, c'est pas réaliste et ça n'invite pas à écraser des piétons, tout simplement parce qu'il n'y a pas de rue. Il n'y a pas de trottoir et de route à l'écran. Il n'y a donc aucune preuve que ce soit techniquement des piétons. Non, mais j'admets, c'est d'une logique implacable. Peut-être que tout ça c'est de la mauvaise presse. Cela dit, c'est pas ça qu'il faut voir. Un très mauvais article dans le New York Times, c'est avant tout un article dans le New York Times. Gratuitement. Si on suppose que le public est une oreille attentive à la psychose ambiance, on suppose que le Death Race, qui fait si peur aux médias, occupe maintenant un espace dans l'inconscient collectif. Et tout ça sans payer $1 de loyer. Soudainement, les jeux vidéo étaient méchants et avaient le pouvoir de questionner notre rapport à la violence. On s'intéresse à Death Race non pas pour ce qu'il est en tant que jeu, mais pour ce qu'on pense voir dans la réception publique qu'on ne questionne pas, comme Roger Ebert dans le film Death Race 2000. Et oui, en emportant la presse dans un feu de poubelle, Death Race a réussi à se faire connaître à travers les plus grands médias généralistes et par conséquent des gens qui les lisaient. C'est pour ça que c'est d'autant plus marrant d'observer la réaction côté Exidy, qu'avaient jamais osé espérer un tel coup de publicité, même dans leurs rêves les plus fous. Pas certain qu'en remplaçant deux malheureux sprites, Howell Ivy se soit dit qu'il allait engendrer un changement de paradigme pour un média tout entier. Tout ce qu'il suffisait de faire maintenant pour Exidy, c'était de continuer à marteler que dans Death Race, la violence est abstraite. Et surtout, ne pas insister sur la cible envisagée par Exidy côté joueur, parce que ce serait dommage d'avouer d'avoir développé un jeu comme ça à destination des enfants. Death Race really is fantasy, and nothing more than that, and we don't try to depict anything that really happens in real life. L'homme que vous venez de voir, c'est Paul Jacobs, le fameux monsieur marketing d'Exidy. Pendant tous les instants qui ont suivi ce qu'a été la première tempête de matière fécale de l'histoire du jeu vidéo, l'entreprise a tenu bon. Et encore mieux que ça, toute cette publicité si peu chère a eu un effet mutagène sur les ventes. Death Race, qui n'avait jamais été pensé pour être un hit dans une industrie qui en était encore à ses balbutiements, venait de vendre un total d'au moins 10 fois ses objectifs initiaux, selon Jacobs lui-même. On parle donc de milliers et de milliers d'unités vendues, un nombre qui change selon les sources, mais qui aurait été inconcevable sans le soutien de la presse, si bien intentionnée, et pas juste intéressée par une cible facile qui ferait vendre du papier. Pour la première fois, le jeu vidéo venait de découvrir que les polémiques, ça fait vendre.
Petite parenthèse, mais aujourd'hui, quand un journaliste essaie de descendre un jeu vidéo, il a tendance à invoquer le réalisme. Là, Exidy se défend d'avance en parlant d'abstraction. Et je vous avoue, je trouve ça aussi très malhonnête. Quand tous les exemples qui te sont venus dans ta campagne pub sont tous, clairement des humains. Exidy a trouvé sa stratégie devant les médias pour nourrir une polémique infinie, en montrant patte blanche d'un côté, mais en vendant clairement de la violence à des gamins de l'autre. Dès la seconde où Paul Jacobs a compris que c'était rentable, il a mis toutes ses billes là-dessus. J'aimerais qu'on prenne juste un petit instant maintenant pour se demander si Death Race c'était si violent que ça. C'était bien mignon, mais même en 1976, c'était pas le jeu dans lequel on tuait des gens. Nolan Bushnell, le grand seigneur et maître d'Atari, est donc venu en personne descendre Death Race. On n'était pas content de Death Race. Chez Atari, on a une règle d'or qui veut qu'on n'autorise pas la violence sur les individus. Faire sauter un tank ou une soucoupe volante, pourquoi pas, mais pas des gens. Très franchement, je sais pas si le Outlaw d'Atari, sorti la même année, n'est pas tout aussi violent que Death Race. Je veux bien que le cowboy soit un symbole des États-Unis, mais là, on se tire dessus, quand même. Hein. Vous savez à quoi il ressemblait, les jeux les plus vendus en arcade de 1976 ? À la première place, on retrouve Seawolf de Dave Nutting, dans lequel on lance des missiles sur des sous-marins. Et à la deuxième place, le Gunfight de Taito, dans lequel on se contente juste de tirer dessus à mort. Je sais que ça fait partie du cursus scolaire aux États-Unis. Mais bon, ça en fait pas un jeu moins violent que Death Race. Non mais l'année d'avant, on a carrément eu Tank, qui est vraiment juste un jeu dans lequel on s'entretue en 1v1 en tank. Gommie de faire des VH. La petite nuance dans tous ces jeux tient dans la manière de représenter la violence. C'est un peu moins abstrait et ça ne repose pas sur des symboles nationaux, genre une armée, des cow-boys ou des hamburgers. Death Race avait réussi à prouver à ses détracteurs, en premier, que le jeu vidéo pouvait être plus qu'un truc qui a fait du bruit dans une pizzeria. Finalement, ça pouvait carrément devenir un vrai objet de trouble à l'ordre public. On est maintenant en droit de se demander ce que Death Race a réellement laissé derrière lui. Bon, pas de réelle descendance directe. Déjà, il y a bien eu une suite, Super Death Chase, sortie l'année d'après, mais bon, l'effet de surprise y était plus, à tel point qu'on n'en trouve pas de médias sur YouTube. Apparemment, c'était vraiment le même jeu, sauf que les bonhommes ont été remplacés par des squelettes. Parce que tout le monde aime les squelettes. Et qu'on peut maintenant écraser un fantôme qui apparaît au pif. Sans sa polémique, Death Race aurait sans doute connu le même sort que toute la pelletée de jeux d'Exidy dont on trouve que très difficilement des traces sur internet. Si vous demandez à n'importe quel joueur qui a un vague souvenir des années 80 de vous nommer un jeu d'Exidy, il est beaucoup plus probable qu'il vous parle de Starfire, qui est un jeu de tir à la première personne dans un vaisseau spatial. La borne a l'air super avec son cockpit, c'est un super jeu, qui est pas du tout en train de pirater une licence très connue de film pour laquelle il a absolument pas payé les droits d'auteur. Hein. Mais comment ça peut être légal ça ? Il y a Mousetrap aussi, qui est absolument pas un clone de Pac-Man. Ou alors, et dans un tout autre style, il y a Chiller. C'est un jeu de tir et de torture. Enfin, c'est juste un jeu qui se contrôle au light gun, dans lequel tu peux activer des mécanismes de torture et démembrer des gens qui se défendent même pas. Il a la réputation d'être le jeu d'arcade le plus débilement gore de sa période, à un point tel que certains refusaient de le mettre dans leur salle. Mais surtout, Chiller, c'est même pas un bon jeu. Pour commencer, il est très moche pour 1986, et au niveau du gameplay, c'est complètement éclaté au sol. Non mais sans déconner, le crocodile mangeur de jambes dans la rivière de sang, ça sort l'imaginaire de quel enfant de 7 ans ? De l'aveu de l'un de ses créateurs, Exidy allait très mal à ce moment-là. Il fallait trouver le moyen d'aller chercher la polémique pour répéter une affaire à la Death Race. D'où l'idée de faire le jeu le plus sale possible. Et ça n'a pas marché. La société a arrêté le jeu vidéo 2 ans plus tard et a coulé en 94. Sur une note plus légère, j'ai vu ça et là des gens nommer GTA comme premier et plus important descendant de Death Race. C'est pas faux. D'ailleurs, c'est marrant de noter que quand ça a été au tour de GTA de passer à la casserole et de se faire masse de thunes, Death Race a été crucifié une seconde fois, alors que des dizaines d'années les séparent. C'est marrant, certes, mais c'est toujours moins rigolo que l'affaire Carmageddon qui marche aussi directement dans les pas de Death Race. En tout cas, au moins Death Race, le film dont un remake a inspiré tout le projet. Carmageddon est donc une série de jeux beaucoup plus proche de Death Race que Death Race, compte tenu du fait qu'on en reprend absolument tout, y compris le principe de la course. La petite nuance entre lui et Death Race, c'est que Carmageddon, c'est un titre carrément beau pour l'époque, que la take monde ouvert en bagnole rend bien, et que la physique de la voiture est très agréable. Pour les mêmes raisons que Death Race, il a connu des censures de tout horizon, et cette fois-ci c'est l'Allemagne qui nous a offert de beaux fruits.
Carmageddon 97? Oh, cachez-moi cette violence que je ne saurais voir, tous les piétons ont été remplacés par des robots. Il y a même plus de sang, il y a juste de belles grosses flaques d'huile. Dans Carmageddon 2, rebelote, nul passant virtuel ne saura mourir ce jour-là. Ils ont trouvé le moyen de remplacer les piétons par des aliens, aussi, parce que quand c'est pas des gens de ma planète, je suppose que c'est moins grave. J'ai aussi souvenir de Carmageddon 64, déjà parce qu'il est tout pourri, et aussi parce que la version allemande censurée est arrivée jusque dans ma Provence, de quand j'avais 6 ans, et que les zombies ont été remplacés par des dinosaures vraiment très moches. On est peut-être sur 64, mais ça je suis désolé. Mais c'est scandaleux. Paraît-il que ça rend le jeu beaucoup plus difficile, je sais pas. J'ai jamais vraiment eu envie d'y jouer très longtemps. Je ne pense pas que la violence, même très fun, puisse sauver un jeu déjà très nul. Maintenant, attention, question pour vous. Est-ce que de mémoire récente, vous avez eu l'occasion de rire d'une controverse de jeux vidéo ? Un peu comme les résultats des fameux boycotts sur internet, on va dire que je préfère en rire. Non pas que des actions concrètes puissent pas être entreprises, mais faites gaffe à pas trop donner de force à des choses qui n'en valent pas la peine. Quand vous parlez d'un truc en mal, vous parlez quand même du truc dont vous pensez du mal. Ça marche pour les jeux vidéo, mais ça marche aussi pour les films, les programmes télé et aussi les youtubeurs. Par contre, les jeux vidéo, ça rend pas méchant. Sauf peut-être League of Legends. Peut-être. N'oubliez pas de retirer vos écouteurs quand vous passez en caisse. Salut tout le monde, c'était Ico. Ciao! N'oubliez pas évidemment d'utiliser le lien en description pour lancer War Thunder, le jeu de simulation de combat avec des véhicules de guerre historiques modélisés jusqu'au moindre détail, et obtenir un pack bonus pour les nouveaux joueurs avec de nombreux boosts et véhicules.